La pétition contre la loi Duplon a dépassé le million de signatures. Une mobilisation contre un texte qui ouvre la voie à l'utilisation d'un pesticide extrêmement décrié dans l'agriculture. Alors, il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale, mais ce sera un débat sans vote, sans perspective aussi d'abrogation de ce texte. Les Français peuvent se dire, en fait, on n'est pas écoutés. D'abord, c'est une loi qui a été votée par 60% des députés et 70% des sénateurs, c'est-à-dire par la grande majorité de la représentation nationale. Mais il est vrai qu'il y a aujourd'hui une pétition... Vous savez qu'il y a eu une motion de rejet, que ça a été un parcours je rappelle juste les faits compliqué. Pour les téléspectateurs. Il y a aujourd'hui 1 million de signataires, ce qui est quand même une émotion de la société civile qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas d'un côté les écologistes et de l'autre les non-écologistes. Il y a aujourd'hui une émotion qui va susciter un débat au Parlement, qui ne va pas abroger la loi pour autant, mais qui va permettre aussi de mieux comprendre pourquoi nous ne trouvons pas aujourd'hui de système qui permet d'éviter les pesticides. Mais un débat pour rien, puisque ce pesticide qui est interdit depuis 2018 va être réintroduit dans l'agriculture. Oui, donc, et vous savez qu'il est légal... à quoi ça sert une pétition? Et vous savez qu'il est légal dans 26 autres pays de l'Union européenne. Donc on ne peut pas non plus abandonner les agriculteurs français qui, eux, n'auraient pas le droit d'utiliser certains pesticides, comme par exemple l'acétamipride qui permet de lutter contre les ravageurs pour les producteurs de betteraves, et puis laisser importer en France des produits qui sont mis en place par des agriculteurs qui, eux, auraient le droit d'utiliser ces pesticides et qui viennent d'Italie, d'Espagne, de Grèce et de partout dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un déni de démocratie? Donc, en fait, à quoi ça sert? Je repose ma question. 1 168 000 signataires et une pétition qui va faire pchit, puisqu'à l'arrivée, il ne se passera rien. Mais on peut comprendre l'émoi de ceux qui s'opposent à la réintroduction de ce pesticide. Je comprends l'émoi, mais je veux aussi que nous trouvions des solutions pour les agriculteurs français qui ne peuvent pas être victimes de concurrence déloyale de produits venant de l'ensemble de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une harmonisation européenne. Et la seule manière d'harmoniser à l'échelle européenne et de ne pas plomber les agriculteurs français, c'est justement d'autoriser même provisoirement ce que les autres pays européens acceptent et tolèrent légalement. C'est juste ça ce que je dis. On ne peut pas abandonner les agriculteurs français. Après, qu'il y ait une émotion de la société civile, j'en prends acte, cela va susciter un débat, mais est-ce que cela remet pour autant en cause une loi votée par la représentation nationale? Non. Vous savez, c'est la démocratie, et la démocratie fait qu'il y a des députés et des sénateurs qui ont voté une majorité, une loi, qu'il y ait un débat au Parlement, très bien, mais encore une fois, pensons aux agriculteurs français. Marie Tondelier demande au président de la République une deuxième délibération de la loi Duplon. Est-ce que Emmanuel Macron doit l'entendre, doit l'écouter? Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un débat. Mais s'il y a un débat, on doit tout mettre sur la table. Et mettons sur la table le fait que nous devons trouver absolument une solution pour les agriculteurs français. Pardon d'insister ce matin, mais c'est essentiel. Parce que, encore une fois, j'ai commencé par vous dire qu'il n'y a pas les écologistes et de l'autre côté les non-écologistes. Il n'y a pas ceux qui s'occupent de la santé des agriculteurs et des Français et ceux qui ne s'en occupent pas. Il y a juste des éléments majeurs qui sont, 1, la santé des Français, et 2, la souveraineté aussi, et la possibilité pour les agriculteurs français de s'en sortir, de continuer à vendre leurs produits. La semaine dernière, le Premier ministre présentait les grandes orientations de son budget. Il a frappé fort, près de 44 milliards d'euros d'économies à faire dès 2026. Est-ce que déjà vous partagez son constat, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à la dernière station avant la falaise et l'écrasement par la dette ? Vous savez que la dette augmente de 5 000 euros par seconde. Notre interview, elle dure quoi? Une dizaine de minutes. Ça veut dire que le temps de notre interview, la dette publique aura augmenté de 3 millions d'euros. Et surtout, nous avons un taux de dépense publique qui est de 10 points supérieur à celui de la zone euro. Là aussi, harmonisation européenne. Si nous pouvions ne serait-ce qu'harmoniser la dépense publique française sur la dépense publique européenne, on en serait très heureux. Donc, face à cela, il y a un choix. Il y a ceux qui sont des adeptes de la dépense publique, qui veulent la retraite à 60 ans, qui veulent toujours plus de fonctionnaires. Ça, c'est le Rassemblement national et LFI. Et je vous le dis, si demain c'est LFI qui dirige, après-demain, ce sera le FMI. Et puis, il y a un autre choix, qui est celui des Républicains, qui est celui du bloc central, même certes provisoire, qui est celui d'avoir un esprit de responsabilité à essayer de maîtriser la dépense publique
et puis si possible d'avoir une politique de croissance. Alors, donc vous dites maîtriser la dépense publique. Est-ce que vous validez dans les grandes lignes le gel des budgets des ministères hors défense, cette fameuse année blanche, c'est-à-dire le gel de toutes les prestations sociales, des pensions, du barème de l'impôt sur le revenu, des salaires des fonctionnaires, sans tenir compte de l'inflation, mais également de la suppression des 2 jours fériés. Tout ça, ça vous semble cohérent ? Moi, ce que je voudrais surtout, c'est que l'effort soit demandé à ceux qui ne cotisent pas, ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont jamais travaillé. Il y a une allocation sociale unique qui est prévue par François Bayrou, très bien parce que c'est un outil de simplification, mais j'aimerais par exemple qu'elle soit plafonnée à 70% du SMIC pour que ceux qui travaillent soient toujours mieux rémunérés que ceux qui ne travaillent pas. Et puis après, il y a la question de l'année blanche, certes, pourquoi pas ? Je suis d'accord avec le principe de l'année blanche, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que ceux qui ont toujours travaillé, toujours cotisé comme les retraités, pâtissent d'une double peine avec l'année blanche et avec la forfaitisation de l'abattement de 10 000 €. Donc au fond, c'est priorité au travail, à l'effort et à ceux qui ont toujours bossé et cotisé. On vous entend moins sur les retraités. Vous m'entendez ce matin, je vous dis pas de double peine. Ça reste un chiffon rouge ? Bien sûr, pas de double peine pour les retraités et ceux qui ont toujours fait l'effort de cotiser, et concentrons l'effort sur ceux qui n'ont pas cotisé, qui n'ont jamais travaillé et qui aujourd'hui ne travaillent pas suffisamment. Quand vous entendez les alliés de François Bayrou, alors il y en a qui sont très très discrets comme Gabriel Attal, le patron des macronistes, ou très bruyants comme Édouard Philippe, le patron d'Horizon, qui dit que oui, c'est un petit plan d'urgence, mais que c'est pas l'essentiel parce qu'il n'y a aucune réforme structurelle qui est faite dans ce budget. Vous dites quoi? Il a raison, Édouard Philippe? C'est vrai qu'il n'y a pas de réforme structurelle, mais chacun a bien compris aussi que nous étions dans une majorité introuvable avec un plan qui ne pouvait être qu'un plan d'urgence et que les réformes structurelles, c'est malheureusement pour 2027 et le vrai débat présidentiel. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que nous ayons, et là on pourrait tous se mettre d'accord, une politique de croissance. On a un taux de croissance qui est prévu pour 2026 de 0,5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire peanuts, rien du tout. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on parle de justice ou d'injustice, alors qu'en réalité, ce qu'on doit absolument faire, c'est produire une politique de croissance, produire de la richesse, parce que là, il y aura la justice pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire augmenter la quantité de travail. Nous n'avons pas le choix. Dans la semaine et dans la vie. De congés monétisés, ça oui, aussi, okay, ça vous mais semble... augmenter la quantité de travail. Parce qu'il y en a qui travaillent et qui travaillent dur, et puis il y a ceux qui ne travaillent pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une quantité de travail insuffisante et on est en train encore de subir le poison lent des 35 heures qui a donné l'impression aux gens que finalement, le travail devait être une souffrance, alors que pour moi, c'est un outil de libération et d'émancipation. Et puis la productivité du travail, c'est-à-dire une plus grande, dans une heure de travail, plus de productivité. Et pour ça, il faut la simplification, il faut pouvoir investir dans la décarbonation, François Bayrou, dans la défense. Oui, mais pardon, c'est essentiel, dans l'intelligence artificielle. Je voudrais quand même qu'on s'arrête un petit peu sur... d'offres et de croissance. Je vous entends. Sur la stratégie des Républicains, on a senti Bruno Retailleau assez constructif, sous couvert qu'effectivement, il y a une réforme de l'aide médicale d'État. Est-ce que les Républicains vont continuer de l'être? Est-ce qu'il faut soutenir François Bayrou et voter ce budget à l'automne? Mais nous verrons bien. Il y aura des éléments que nous allons mettre sur la table, nous allons mettre des propositions. Nous ne voulons pas d'augmentation des impôts parce qu'on a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus important des pays de l'OCDE. Nous voulons concentrer notre attention sur ceux qui travaillent, qui doivent être encouragés et que le travail paye toujours plus que l'assistanat. Et puis nous voulons une politique de croissance, pardon d'insister encore, parce que nous voulons de la production de richesse. On sent que Bruno Retailleau a des fourmis dans les jambes. Il est à nouveau très offensif, notamment sur l'Algérie, où il critique une diplomatie qu'il appelle des bons sentiments. Il est en train de jouer un bras de fer avec Emmanuel Macron pour préparer sa sortie. Il a raison, en tout cas, sur l'Algérie notamment, où il y a eu une politique des bons sentiments qui n'a pas fonctionné, alors qu'en fait, il est temps d'avoir un rythme de représailles massive à l'égard du gouvernement algérien qui, en fait, fait du chantage à la France, alors que nous devrions, par exemple, couper tous les visas à tous les proches du gouvernement algérien pour leur montrer à quel point il ne suffit pas de refuser des clandestins. On sait que ce n'est pas toujours efficace, la politique des visas. Mais, si, mais sur son attitude à lui... Mettons-la en œuvre. Et surtout, on accepte encore malheureusement des visas à des proches du gouvernement algérien, alors qu'il faut couper tous ces visas. Et on verra à ce moment-là les choses évoluer, vous verrez. S'il devait être candidat en 2027, est-ce qu'il doit rester au gouvernement le plus tard possible? C'est ce qu'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy sous la présidence Chirac. Ou est-ce qu'il doit s'émanciper bien avant? Il a toujours dit qu'il serait fidèle à ses convictions, qu'il est loyal mais libre. Et nous verrons à
quel point, à un moment, tout cela est possible dans un gouvernement qui est évidemment composé de personnes de gauche, de personnes macronistes, de personnes de la droite républicaine. C'est pas facile, c'est un savant dosage. On tirera l'élastique jusqu'à ce qu'il craque, mais toujours avec une seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Et puis après, il y aura le débat présidentiel avec là, pour le coup, le vrai débat sur les réformes structurelles à mener. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. Bonne journée à vous.